Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes avec Monsieur Samuel Faye. Vous êtes directeur de Madiba Leadership Institute, un établissement à vocation de former de futurs leaders africains. Donc, depuis avant-hier, IAM Africa a choisi Dakar pour abriter sa première session de renforcement de capacité en regroupant une centaine de jeunes venus d'une vingtaine de pays d'Afrique. D'abord, Monsieur le directeur, quelle lecture faites-vous de cette première initiative? La première édition de l'Académie AM Africa est un événement extrêmement utile, un événement justifié au regard des enjeux. Pendant 4 jours, des jeunes citoyens venant de tout le continent se réunissent à Dakar pour parler des questions qui interpellent leur communauté. C'est une rencontre utile dans le sens où elle permet aussi de créer des synergies entre ces académiciens. En réalité, elle permet de créer des synergies entre tous les pays d'Afrique parce que ce genre de rencontre qui permet à un jeune citoyen sénégalais de dialoguer avec le citoyen malien, avec le citoyen venant d'un pays anglophone, avec toute personne qui partage un socle commun en réalité qui est le continent, ce genre de rencontres sont toujours à encourager. Alors, vous avez parlé aussi de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Pourquoi un tel choix? Alors, l'agenda 2063 aujourd'hui interpelle tous les citoyens d'Afrique. C'est une vision de ce que doit être le continent à l'horizon 2063, avec une somme de priorités, d'axes stratégiques qui sont dégagés. C'est important d'en parler parce que ce programme ne sera jamais un succès si tous les citoyens ne se l'approprient pas véritablement, s'il n'y a pas derrière également cette appropriation un engagement, une action qui intervient. Donc, dans ce sens, on a invité des panélistes, en l'occurrence, M. Malignan de International Budget Partnership, M. Alunsi de l'AMDEC, M. Massamba de IAM Africa, Madame Ndeye Khady Ndiaye de Wati Think Tank. Toutes ces personnes-là ont parlé de cet agenda 2063 suivant des déclinaisons qui sont propres à la sensibilité de leur organisation, suivant des déclinaisons qui sont propres à la priorité que dans leur vie professionnelle, ils ont pu se donner. Donc, c'était un débat extrêmement riche et intéressant qui nous a permis de voir quels sont les leviers sur lesquels appuyer pour que cet agenda puisse être un véritable succès et qu'à l'horizon 2063, qu'il y ait eu un grand changement au niveau du continent. Le deuxième panel portait sur les transformations sociales avec M. Pierre Ahmed Ba qui était invité, qui est un docteur en anthropologie connu, M. Alpha Baila Gueye, banquier, Mme Rokhaya Solange Ndir de Orange, moi-même en tant qu'acteur du monde de l'enseignement supérieur, de l'éducation de manière globale. Et les thématiques qui ont été développées également tournent autour des incidences du numérique dans la vie de tous les jours, tournent autour des incidences de la finance, les priorités économiques à accorder pour que l'on puisse avoir des économies africaines fortes et intégrées. Les échanges ont également tourné autour de la sociologie, les réalités sociologiques, culturelles sur lesquelles on doit axer l'effort de développement. La santé, autant pour moi, l'éducation et l'enseignement ont également été au cœur des débats. Et ce qui est ressorti également, c'est qu'il faut que nos systèmes éducatifs puissent davantage être axés sur nos réalités, que les programmes dispensés puissent être arrimés aux exigences, à la vie de tous les jours du citoyen. Il faut que ce programme ou ces programmes éducatifs puissent consolider l'allégeance citoyenne du jeune. Il faut également que ces programmes puissent développer, permettre une appropriation de l'histoire du continent. C'est autant de choses dont nous avons parlé. La nécessité d'avoir des formations orientées sur des métiers qui se correspondent à des enjeux panafricains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des filières au niveau du continent où il y a tout à construire. Et malheureusement, l'enseignement classique ne s'oriente pas toujours vers ces filières qui pourtant regorgent d'énormes potentiels pour le continent. Donc toutes ces questions ont été évoquées. Nous ne sommes pas seulement dans une phase réflexive. Le but poursuivi, c'est qu'il y ait un document qui puisse synthétiser ces échanges et nous permettre par la suite d'avoir une feuille de route qui permettra de fédérer tous les acteurs présents autour d'une action commune pour le devenir du continent. Dans votre intervention, parlez, insistez beaucoup sur le système. Qu'en est-il réellement? Oui, si je fais une synthèse fidèle des intervenants, des interventions des uns et des autres, on a beaucoup parlé du système. Le système renferme des éléments à corriger.
On a parlé de la justice sociale, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on ne construit pas une nation autrement que par l'éducation. C'est l'autre qui disait qu'après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Il faut donc promouvoir ce système éducatif-là en finançant, même si beaucoup de pays d'Afrique éjectent d'énormes montants dans l'éducation. Il faut un financement, mais un financement utile, un financement performant qui permet de former des citoyens et des personnes capables de répondre aux préoccupations qui interpellent le continent. On a parlé du système parce que ceux qui sont dans l'éducation, qui est un domaine sensible, je viens d'en parler, ceux qui sont dans d'autres domaines, la santé, dans d'autres domaines sensibles, ne sont pas nécessairement ceux qui sont les mieux outillés, ne sont pas nécessairement ceux qui sont toujours les mieux motivés à exercer convenablement leur métier. Donc, il y a tout un système à repenser. Il faut une meilleure distribution des richesses. Or, l'on se rend compte, et c'est un constat que les panélistes ont fait, que dans beaucoup de pays d'Afrique, malheureusement, l'on constate que l'on fait plus fortune dans le public que dans le privé. Vous avez des pays où les hauts fonctionnaires sont beaucoup plus riches que les entrepreneurs du privé. Or, bien évidemment, à certains niveaux de fonction, l'on peut comprendre que la personne puisse bénéficier d'un encadrement offert par l'État. Mais de là à voir parfois un luxe affiché par certaines catégories socio-professionnelles qui ne sont pas des acteurs du privé, je le dis encore, mais qui sont des forces du public, qui sont des acteurs du public. Nous sommes convaincus qu'on ne fait pas nécessairement fortune dans ces créneaux-là. Donc, il faut une meilleure distribution des richesses. Il faut parfois, dans certains pays, repenser les privilèges dont certains corps d'État peuvent bénéficier, privilèges qui peuvent créer des formes de frustration, qui parfois peuvent créer des fossés entre les classes sociales et qui demain peuvent être à l'origine d'instabilité. Comment corriger ces manquements, comment repenser notre système qui quelquefois nous empêche de continuer à certains pays d'Afrique de décoller? Un système est un ensemble de, si je peux m'exprimer ainsi, de maillons imbriqués. Si chaque maillon joue pleinement son rôle, je pense que l'on assiste déjà à un début de changement de paradigme. Les penseurs ont leur rôle à jouer. Il faut que ces penseurs puissent parfois innover, puissent parfois arrimer leurs réflexions à des réalités locales. Moi, je vois de formidables dynamiques au niveau du continent. Des gens se réunissent, pensent, et pas cette pensée classique universitaire académique, mais des pensées ou bien une pensée arrimée, une pensée rattachée à notre sensibilité, à nos réalités socioculturelles. C'est déjà formidable. Donc, les penseurs ont un rôle à jouer. À côté de ces penseurs, les hommes d'affaires, les entrepreneurs ont une partition à jouer. Les citoyens ont une partition à jouer. La société civile a une partition à jouer. Chaque entité, chaque maillon de la chaîne a un rôle particulier à jouer. Mais tout cela doit également être impulsé par une volonté politique forte. Et cette volonté politique-là, il faut qu'elle soit manifeste, il faut qu'elle soit ferme et il faut qu'elle soit rattachée, il faut qu'elle soit collée à une vision de développement inclusif et participatif. Parfois, les acteurs sont présents, parfois les maillons de la chaîne sont présents, mais parfois ce qui peut faire défaut, malheureusement, c'est cette volonté politique, cette vision politique qui permet de créer des dynamiques de changement et de transformation. Donc, je pense que à ces réflexions, à ces rencontres, il faut davantage impliquer les forces politiques, les forces du public. Alors, quelle sera la valeur ajoutée si on se fie de ce que vous venez d'énumérer de IAM Africa? IAM Africa renferme une grande valeur ajoutée dans le sens où je suis convaincu que c'est le début, pas le début, ce serait peut-être prétentieux de le dire, mais c'est une manifestation d'un changement de paradigme qui est en train d'intervenir au niveau de la jeunesse. Je l'ai dit, quand je vois des jeunes citoyens d'Afrique qui investissent, qui prennent des billets d'avion à leurs frais pour beaucoup d'entre eux, qui se logent à l'hôtel à leurs frais parce qu'ils veulent venir seulement à Dakar parler du changement qui aujourd'hui est possible au niveau du continent, parler des questions qui interpellent leur continent, qui viennent pour s'enrichir de nouveaux outils, qui viennent pour s'enrichir de réflexions, afin d'être plus efficaces pour leur communauté, c'est la chose la plus formidable auquel on puisse assister. Donc c'est dire qu'à travers ce genre de rencontres, nous avons l'opportunité de semer dans le tissu social les graines de la transformation. Et c'est ce que les académiciens font faire et ce que l'ensemble des parties prenantes seront appelés à faire dans les jours à venir. Alors, M. Faye, pour terminer, vous avez dit l'objectif de cette rencontre, c'est d'offrir aux jeunes de l'Afrique une plateforme
qui puisse les rassembler, mais en identifiant les plus grands obstacles à la prospérité, en formulant des solutions durables à ces défis et en donnant également aux jeunes les moyens de devenir la génération qui prendra la responsabilité du développement du continent. Quels sont les grands obstacles aujourd'hui auxquels la jeunesse est confrontée? La responsabilisation est un obstacle. Souvent, l'on ne responsabilise pas assez les jeunes, alors que beaucoup d'entre eux ont montré que face à certains problèmes, à certaines situations, ils sont capables de maturité, de dépassement, d'abnégation et de performance. C'est important de le dire. Donc la responsabilisation. Nous avons en Afrique des sociétés qui sont construites autour de valeurs qu'il faut préserver. Le respect de l'ancien, le respect de la femme, de l'enfant, de l'homme. Nous avons des valeurs qu'il faut préserver. Nous avons une distribution dans la vie sociale qui est remarquable. C'est autant de richesses que renferme le continent. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion et de plaisir que j'en parle. Mais je pense que sur la question relative à la place de la jeunesse, il faut oser aller plus loin que ce que nous avons jusque-là fait. Il faut non pas que les anciens laissent la place, ce n'est pas mon propos, mais il faut que les jeunes puissent davantage être responsabilisés. Et quand je dis être responsabilisés, ce n'est pas qu'on vient leur dire « vous êtes jeune, il fallait qu'il y ait un jeune dans le groupe, donc venez occuper le fauteuil », comme on le fait parfois. Vous êtes femme, ce n'est pas parce que vous êtes brillante, mais vous êtes une femme, il faut qu'il y ait une femme. Il faut que de manière générale, que les jeunes et les femmes soient responsabilisés au plus haut sommet. Et quand je dis au plus haut sommet, cela veut dire qu'il n'y a aucune station de responsabilité auquel ils ne puissent prétendre. Rokhaya Solange en a beaucoup parlé. Il faut qu'ils puissent revendiquer cette place, la prendre. C'est un obstacle majeur, la responsabilisation. Autre obstacle auquel ces jeunes peuvent être confrontés parfois, c'est l'environnement. Parce que quand des personnes ont pour seul rêve d'aller poursuivre leur existence à l'étranger, d'aller faire carrière à l'étranger, cela veut dire que même si ces jeunes ont une vision extravertie des choses, cela veut dire que le système a une part de responsabilité. Le système n'a pas nécessairement pu leur donner des éléments qui leur permettent d'être convaincus que leur avenir est en Afrique. Le système n'a pas nécessairement su leur offrir la juste place qu'ils méritent. Le système n'a pas nécessairement su les valoriser, n'a pas nécessairement su leur donner une forme de motivation à s'engager dans une destinée collective. Je pense donc qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Il faut un réel accompagnement à tous les niveaux. Il faut aujourd'hui que des fonds d'autonomisation de la jeunesse soient mis en place. Il faut aujourd'hui que l'on puisse penser dans les instances de prise de décision, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, à davantage responsabiliser les jeunes. Il y a plusieurs perspectives, plusieurs pistes de solutions qui existent et qui permettront d'offrir une place plus grande à la jeunesse. Alors, avant de terminer, il y a en Algérie une vague de protestation qui est là, on peut l'assimiler même au printemps, au deuxième printemps en Afrique. Au Soudan également, avec le peuple a choisi. Vous êtes un panafricain, un inconditionnel de l'Afrique. Quel est le message que vous avez et quelle lecture avez-vous fait de cette protestation pacifique qui a conduit vraiment aux deux chefs d'État ou d'être démis par l'armée voilà, en général? Mais c'est une appréciation fort positive qui montre que quand le peuple veut le changement, rien ne peut aller à l'encontre de ce courant. Les gouvernements sont forts parce que le peuple leur permet d'exister et d'être forts. Mais quand je dis le peuple, c'est peuple avec un grand P, parce que des fois on pose la question sur le plan purement académique, c'est quoi le peuple? Et c'est juste une manière pour moi de dire que c'est avec beaucoup de joie que je vois moi ces changements intervenir, avec beaucoup de fierté et avec un profond sentiment d'espoir. Voir ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé dans tous ces pays, voir une jeunesse consciente qui fait un bon usage des réseaux sociaux pour mobiliser, diffuser des idées, partager des valeurs, pour créer une mobilisation d'envergure nationale et ensuite internationale autour d'une cause commune, et c'est que le leadership jeune peut faire. Et je pense que dans tous ces mouvements de transformation, l'on s'est rendu compte que les acteurs principaux étaient des jeunes. Donc c'est une chose remarquable. Cela peut laisser augurer de changements positifs à venir dans ces pays. Après,
Il faut juste que ces changements ne soient pas parfois usurpés par des volontés politiques malsaines, cachées, accroupies derrière, qui, après que ces révolutions soient intervenues, vont venir et positionner un système un tout petit peu différent de ce qui se faisait, mais qui renferme les mêmes tares. Et on a vu que dans certaines révolutions, c'est ce qui s'est passé. Il faut accompagner ce processus jusqu'au bout. L'accompagner jusqu'au bout, c'est qu'il y a eu un changement à la tête de la République, il faut plus d'exigences. Et à chaque fois que l'une des exigences ne sera pas satisfaite, il faudra que des mouvements puissent contraindre, parce que ceux qui gouvernent au nom et pour le compte du peuple. Il faudra que ces mouvements puissent contraindre, par voie pacifique bien sûr, toujours par voie pacifique, ceux qui gouvernent à davantage arrimer leurs actions à leurs attentes et à leurs besoins. Alors, pour terminer, monsieur le directeur, quelles sont les perspectives de IAM Africa? IAM Africa est un programme qui a de beaux jours devant lui. Nous, en ce qui nous concerne, le Madiba Leadership Institute, nous sommes engagés au niveau de toute question qui interpelle le continent. Notre raison d'être, c'est former des leaders qui sont capables d'apporter des transformations positives au niveau de leur communauté, à travers des formations pratiques, pragmatiques, que nous mettons à leur disposition, qui leur permettent d'être opérationnels dès la sortie et de s'attaquer aux véritables problèmes, de faire une analyse lucide des enjeux et d'être des acteurs de la transformation de nos communautés. Donc nous sommes engagés dans ce programme panafricain. La suite, ce sera bien évidemment faire le bilan de cette première académie, tirer les leçons de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est un peu moins bien passé et préparer pour les années à venir des rencontres au niveau du continent qui permettront à plus de jeunes d'être présents, qui permettront à plus d'acteurs d'être impliqués et qui auront un plus grand retentissement continental. Merci d'accepter d'être l'invité de la grande interview. Merci, je salue le travail remarquable que Ops TV est en train de faire. Et là également, c'est une preuve du leadership jeune. Tout ce que j'ai vu travailler au niveau de cette formidable boîte sont des jeunes. Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai communiqué avec ces journalistes, c'est leur aptitude à synthétiser les problèmes, c'est leur générosité, c'est leur souci permanent de mettre à la disposition des citoyens la bonne information. Et également, et je le dis, pour moi, c'est ça qui cloue ce chapitre, l'intérêt qu'ils accordent aux activités utiles. Aux activités utiles, c'est très important de le dire. L'on ne montre pas toujours nécessairement les meilleures choses à montrer. Je les vois à toutes les rencontres académiques, scientifiques, d'entrepreneuriat. Quand l'écosystème est en train de bouillonner, ils sont présents. C'est remarquable. C'est de ça dont on a besoin pour que chaque acteur puisse jouer son rôle. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la presse. Il est central et cardinal. Parce que c'est des machines à partager l'information et cette information conditionne en partie les citoyens que nous sommes. Donc, merci pour ce travail généreux que vous faites et bonne continuation. Merci.